Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Mao qui commence à faire partir l'histoire dans une direction super intéressante et j'ai une théorie, mais on va en reparler à la fin de l'épisode. Donc, dans cet épisode, on retrouve du coup toute cette affaire de secte avec Madame Choco, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, qui soi-disant serait capable de prédire la mort des gens, serait capable même de manipuler la mort des gens. L'épisode dernier s'était terminé avec Otoya et Mao qui trouvaient carrément une poupée maudite enterrée juste à côté de la maison du père de Yoriko, qui était venu la chercher quelque temps avant à la secte et que du coup il avait traité Shoko de menteuse et du coup elle avait prédit sa mort 3 jours plus tard. Et donc du coup dans cet épisode, on va avoir Nanoka aidée d'Otoya, puisque Otoya est venu rejoindre Nanoka pendant tout ça. Et donc ils vont commencer à partir un petit peu en mission d'infiltration dans les locaux de la secte pour essayer de trouver des informations, de trouver qu'est-ce qui aurait bien pu se passer. Mao, de son côté, va aller voir directement Yoriko, qui se trouve dans la secte, justement. Et pour ce faire, en fait, il a, comment dire, envoûté, si on peut dire, la poupée qui devait servir à tuer le père de Yoriko. Et il va découvrir un truc assez intéressant, c'est que ce n'est pas le démon qui est rattaché à cette poupée qui a tué le père de Yoriko. Ça veut dire, a priori, que qui que ce soit qui ait lancé cette malédiction, mettons que ce soit Madame Choco, et bien du coup n'est pas responsable, puisque c'est pas le démon. En fait, voilà, il va faire un espèce de pacte avec le démon pour que le démon lui obéisse à partir de maintenant. Avec ces nouvelles informations, il va envoyer le démon vers Otoya et Nanoka pour que du coup, il puisse leur donner potentiellement des informations, les guider en fait vers la source de son invocation. Et donc Nanoka et Otoya vont tomber sur une espèce de trappe dans une réserve des locaux qui contient un espèce de bouquin, on va dire ça comme ça, qui justement renseigne tous les envoûtements possibles qu'on peut réaliser pour faire a priori plutôt du mal aux gens. Il y a peut-être du bien à l'intérieur, sait-on jamais. Et puis bah, bien évidemment, ce qui devait arriver arriva. Ils sont allés dans une trappe, ils sont allés dans un sous-sol. N'importe quel méchant, un minimum, un minimum bien luné, va les enfermer dedans. C'est ce qui s'est passé. On a Choco, du coup, qui vient refermer la trappe et remettre la barre de bois qui bloquait ça. Comme ça, ils peuvent pas en sortir. Donc Nanoka et Otoya vont essayer un petit peu de chercher un moyen de s'en sortir. Et puis, ils vont trouver une nouvelle trappe. Et déjà, ça commence à être louche. Déjà, moi, une trappe, j'y vais pas, mais alors une deuxième, ouf. Et donc, ils vont ouvrir cette autre trappe. Otoya va descendre un petit peu à l'intérieur. Il va y avoir Il y a une pelle, c'est de la terre. Je me suis dit: «Ouh, il y a des cadavres à l'intérieur. Ouh, il y a des cadavres là-dessous» et bien évidemment, Otoya commence un petit peu à creuser. J'aime beaucoup parce qu'il ressort en disant: «Ah, Nanoka, regardez ce que j'ai trouvé, un crâne humain». Pas très bien. Donc Nanoka qui est, un petit peu flippée, logique, elle a pas particulièrement trop l'habitude encore de ce genre de choses et donc du coup, voilà, ils vont trouver ça et ils vont essayer de sortir de là. Pendant ce temps-là, du coup, Mao va aller voir Yuriko, puisque du coup, ça l'a guidée jusqu'à, a priori, la personne responsable. Alors, c'est pas très très clair de pourquoi est-ce que le démon l'a amené jusqu'ici, mais en gros, on va découvrir que Yuriko a empoisonné son père, bien involontairement, en fait. Puisque donc, les gens de la secte, du coup, lui avaient donné une poudre qui était censée protéger son père, sauf que malheureusement, bah, ça n'a pas marché puisqu'il est mort, et c'est Yuriko elle-même qui a mis cette poudre dans son saké. Et on apprend même carrément à la fin de l'épisode qu'en fait, pas du tout. Moi qui pensais qu'elle l'avait empoisonné. Non, non, en fait, c'est Sogen, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, qui est entre guillemets le numéro 2 de la secte après Choco, qui en fait, du coup, bah, il lui a juste donné un somnifère et après, il est venu le piquer pour qu'il meure. En faisant croire à Yoriko, du coup, qu'il l'avait empoisonné, parce que ça l'arrangeait bien. Pourquoi tout ça? Eh ben, en fait, on découvre que Choco, effectivement, des pouvoirs capables de prédire l'avenir, et surtout que quand elle était plus jeune, son pouvoir était beaucoup plus puissant.
elle était notamment capable de retrouver les choses perdues. Mais avec l'âge, son pouvoir est devenu de moins en moins efficace. Chose que je trouve intéressante parce que dans ce genre d'histoire-là, j'ai souvent tendance à croiser des histoires où plus la personne grandit, plus son pouvoir devient puissant. En vrai, dans les deux cas, il y a des arguments pour que ça marche, pour que ça devienne soit plus puissant, soit moins puissant. Mais là, du coup, ça devient moins puissant. Et du coup, bah, voilà, donc Sogen s'en est un petit peu servi pour, euh, pour se faire de l'argent, notamment les personnes que Shoko désignait qui allaient mourir. Et ben Sogen, en fait, donnait du poison aux enfants de ces personnes-là pour qu'ils les empoisonnent à leur insu. Et en fait, comme ces personnes-là, après, se retrouvaient complètement orphelines, se retrouvaient toutes seules avec un énorme héritage à la clé, et ben en fait, elles se faisaient manipuler pour faire donation de leur héritage, de leurs biens, à la secte, du coup. Franchement, super sympa, hein. Le truc, c'est que bah, il y a certains disciples qui se sont rendus compte de la supercherie, qui ont menacé de parler, et qui se sont fait tuer par Sogen. C'est donc ces cadavres-là qui se trouvaient sous la réserve. Là où c'est quand même intéressant, c'est que Shoko n'était pas au courant, ou en tout cas a bien fermé les yeux pendant très très longtemps, puisqu'on découvre notamment que bah, Sogen était son père. Donc il y a toute une histoire aussi d'influence, quoi. Forcément, surtout qu'elle, si elle fait ça depuis qu'elle est toute petite, c'est très compliqué. Ça me rappelle par exemple, si vous avez regardé Shingeki no Kyojin, le personnage de Ymir. Je n'en dirai pas plus si vous n'avez pas regardé tout ça jusqu'au bout, mais il y a une situation un petit peu similaire à ce niveau-là. Et donc voilà, Shoko savait sans trop savoir, quoi, globalement. Et donc on va avoir Mao qui va se débarrasser si on veut, de Sogen, en lui faisant croire en fait, alors c'est pas très très clair du comment ça marche, mais en gros, il fait en sorte que Sogen voit des choses, soit très sensible à la suggestion, en lui disant notamment que bah, c'était lui qui avait qui avait invoqué ce démon, et que du coup, bah, il serait capable de le contrôler si jamais il le souhaitait réellement. Et donc, je pense que c'est ça qui l'a rendu susceptible à la suggestion, parce que la façon dont Mao présentait les choses, après c'était aussi pour en jouer, mais c'était que il y avait un véritable contre-coup à utiliser une malédiction. Et moi, je m'étais dit, ah bah, il a lancé une malédiction. En plus, il est pas mort à cause de cette malédiction. C'est lui qui va se le prendre dans la tronche et il va mourir. Mais à la fin de l'épisode, il est pas mort. Il est juste arrêté par la police. Donc, on ne sait pas beaucoup plus qu'est-ce qui s'est passé. Mais en tout cas, voilà, il a un petit peu des hallucinations, notamment des gens qu'il a tués, et notamment de la bouche du démon qui est en train de se matérialiser sur son propre visage. Mais voilà, tout ça a priori n'est qu'illusion puisque les autres personnages ne peuvent pas le voir. Et c'est comme ça que se termine globalement cette histoire de secte. Chose très intéressante, en revanche, c'est que Shoko nous explique qu'elle voit la fin du monde, la fin de ce monde, et globalement qu'elle ne voit plus que la mort des gens, en fait, ce qui est un pouvoir terrible à avoir pour le coup. Et donc, elle prédit que bientôt, le sol va s'ouvrir et que des tornades de feu vont apparaître et vont globalement détruire tout ce qu'ils ont connu, quoi. Sauf que ça rappelle quelque chose à Nanoka. Pas ce à quoi je pensais, mais elle va nous en apprendre un peu plus. C'est-à-dire que donc en 1923, c'est-à-dire l'année où du monde où se trouve Mao, il y a un terrible séisme qui a eu lieu, justement à Tokyo, quand le séisme de Kanto, ça s'appelle, le grand séisme de Kanto. Donc il y a eu un énorme séisme, et en fait que comme ça s'est passé à midi, bah du coup en fait il y avait plein de gens qui étaient en train de faire la cuisine chez eux, et à cause du séisme, ça a complètement créé des incendies absolument partout. Et c'est notamment ça, du coup, bah, qui a créé ces espèces de tornades de feu dans le ciel. Et Nanoka, ça l'a fait tiquer parce que 1923, comme je l'ai dit, c'est la date où se trouvent actuellement Mao et Otoya.
Elle le sait puisque quand elle est arrivée dans ce monde-là, elle a vu un journal qui mentionnait qu'ils étaient au mois de mai, je crois, 1923. Et le séisme est censé arriver au mois de septembre. Et du coup, bah, ça met soudainement un enjeu beaucoup plus important et beaucoup plus grave à ce qui va se passer. Là où c'est intéressant, c'est que cette fois-ci, quand Nanoka est revenue chez elle, il ne s'est écoulé qu'une heure. Donc elle n'est pas partie très très longtemps. La description que fait Nanoka de cet événement, pour moi, enfin que Shoko fait de cet événement plutôt, me rappelle en fait énormément ce qu'a vu Nanoka en fait le jour où elle a perdu ses parents. Je sais pas, mais personnellement, le sol qui s'affaisse et du feu partout, on sait qu'a priori le sol s'est affaissé, enfin le sol s'est affaissé. En tout cas, tout le monde avait l'air de croire que le sol s'est affaissé là où se trouvait la voiture de Nanoka et que du coup elle a complètement piqué du nez et c'est pour ça que ses parents sont décédés. Ce qu'on sait depuis, c'est qu'a priori, les ravages qui ont eu lieu laissaient plutôt suggérer que quelque chose était sorti de l'allée, de façon perpendiculaire. Et on sait enfin que Nanoka a vu le paysage derrière derrière la barrière, tout en feu. Ma théorie personnelle, qui a probablement des trous, mais c'est à l'heure actuelle le premier truc qui me vient en tête, comme visiblement le temps n'a pas l'air d'être méga méga linéaire. En tout cas, n'a pas l'air de suivre des règles que Nanoka arrive à établir pour l'instant. Est-ce qu'il ne serait pas impossible que quand elle était petite, elle s'est retrouvée au même endroit, mais un peu plus tard, quelques mois plus tard, au moment de ce séisme? C'est une théorie qui a des trous, pour le coup. Peut-être qu'il y a eu un incendie dans la première partie de la ville où elle est, qui a l'air d'avoir plein de fantômes et autres, et que c'est cet incendie-là qu'elle a vu. Mais le sol qui s'effondre et l'incendie me fait me demander si Nanoka n'aurait pas vu le futur du monde où Mao se trouve actuellement, quand elle-même était plus jeune. Voilà, je sais pas si ça fait sens, mais ça fait partie des trucs que je trouve qu'on n'exploite pas assez dans le voyage temporel. C'est que les gens partent du principe que tout est linéaire. C'est-à-dire que, comment expliquer ça? Le temps suit une ligne droite. C'est-à-dire que si tu arrives dans le temps à un moment T, tu ne peux pas arriver plus tôt ou plus tard. Surtout si toi-même, tu t'y rends quand tu n'as pas le même âge que tu as aujourd'hui. C'est, pour moi, ça fonctionne un petit peu comme la relation entre le docteur et River Song dans Doctor Who, si jamais vous avez vu la série. C'est-à-dire que tous les deux, en fait, sont des voyageurs temporels, se croisent à différents moments de leur propre vie, mais jamais au même moment. C'est-à-dire que nous, du point de vue du docteur, on va suivre sa rencontre avec River Song jusqu'à plus ou moins la fin de sa vie, alors que, en fait, le moment où le docteur rencontre River Song pour la première fois, elle, de son côté, c'est la dernière fois qu'elle voit le docteur. Donc, en fait, ils vivent un petit peu la vie dans le sens inverse. Je me demande si on n'aurait pas un truc un peu comme ça qui serait en train de se passer dans Mao. Voilà. Si vous savez ce qui se passe, bien évidemment, ne confirmez pas ou n'infirmez pas ce que je vais dire dans les commentaires. C'est aussi ça qui est rigolo. Mais voilà, en tout cas, instinctivement, c'est vers ça que je me dirige. Donc bon, c'est une saison de toute façon de 24 ou 25 épisodes, je crois, donc on en a jusqu'à cet automne. Mais ouais, là, tout de suite, ça a commencé à mettre une dose d'enjeu supplémentaire sur le fait que ce monde-là est peut-être en danger et est-ce que Mao va réussir à survivre aussi? Parce que certes, il a 900 ans, mais si le monde il est détruit, exorciste ou pas exorciste, jusqu'à quel point il est résistant, on ne sait pas. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 5. Et puis en attendant, écoutez, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis à la prochaine. Allez, bye les gens.